Salut Rémi. Salut Tony. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de sport. Mhm. J'aurais aimé, déjà pour commencer, que tu te présentes succinctement et que tu me racontes un petit peu ton parcours d'entrepreneur. Là, je vais surtout me présenter pour nos auditeurs, Tout à fait. étant donné que tu sais déjà pas mal de choses. Donc moi, c'est Rémi, plus connu sur Internet sous le pseudo d'IronQuest. Je suis youtubeur spécialisé dans tout ce qui touche au corps et au sport, que ce soit à l'histoire ou des vidéos un petit peu plus classiques sur la musculation, la nutrition, etc., etc. Ensuite, tu voulais connaître mon parcours. Ouais, J'ai commencé ma chaîne il y a à peu près 5 ans. C'était quelque chose qui n'était pas tout à fait sérieux au départ. C'était un projet secondaire. J'étais en études de droit, donc aucun rapport avec ce qu'on fait là, mais peu importe. Au bout d'1 an, j'ai posté une première vidéo sur l'histoire du sport. De base, je ne savais pas trop ce que je faisais. En fait, je voulais faire quelque chose sur YouTube qui diffère de ce qu'on avait déjà dans le feed game, qui est très axé sur quelque chose d'assez stéréotypé, je trouve, autour de la musculation. Donc typiquement le wash à casquette, le gros rap, tous ces clichés qu'on a aujourd'hui. Ça me ressemblait pas, je me suis dit je vais faire un truc un peu plus rock, un peu plus geek, un peu plus cool. Et l'histoire, c'est une passion que j'ai depuis que je suis enfant, que ce soit l'Antiquité, le Moyen-Âge, deux périodes que j'aime beaucoup, qui m'ont toujours fait rêver. Et je me suis dit que le sujet du sport dans l'Antiquité, ça pouvait intéresser. Effectivement, c'est ce qui m'a fait percer, puisque pendant ma première année sur YouTube, vous étiez à peine une centaine à me suivre, donc c'était tout à fait ridicule, hein, on peut en convenir. Et suite à la vidéo sur l'Antiquité, je suis monté à 2000 abonnés. À partir de là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis ça a progressé au fil des années comme ça. Sachant que donc j'étais en études de droit, je me suis spécialisé, j'ai eu un Master 2 en droit de la matière pénale, donc droit pénal et criminologie. J'ai passé différents concours, étant donné que j'ai toujours voulu être dans la justice, au niveau du boulot. J'ai eu un concours, je ne donnerai pas l'intitulé exact, étant donné que c'est soumis au secret, etc., etc. ok. J'étais juste dans un corps de commandement, donc en uniforme. J'ai fait 1 an et j'ai remarqué que la justice était très différente de ce qu'on peut voir dans les comics. Je suis aussi un gros fan de comics. Et j'y suis allé un peu avec des idées de gamin, on va le dire. J'y suis allé avec une certaine naïveté. Voilà, j'étais un gros idéaliste. Ce qu'on voit en droit, ça pouvait laisser penser que la justice est bien faite, les textes sont bien écrits, tu te dis oui, ça doit marcher. Et une fois que tu es dans la pratique, tu vois que les règles sont contournées, il y a des choses qui sont faites en sous-marin parce que et les pouvoirs publics ont peur en fait. Et au final, tu te retrouves très très loin de ce à quoi tu t'attendais. On tombe de haut, quoi. Voilà. Du coup, au bout d'1 année, je me suis dit, je vais pas être heureux. J'ai décidé de partir. J'ai donc démissionné. Normalement, j'avais pas trop le droit, mais avec mes supérieurs, c'était passé. Je leur ai dit que j'allais faire une thèse et continuer de me former en criminologie. C'était vraiment ce que je voulais faire à la base. Donc j'ai commencé une thèse en droit pénal et le truc c'était que c'était alimentaire en fait parce que moi ce que je voulais c'était vraiment être en uniforme, c'était l'idée de protéger les gens, de servir la justice. Le rêve était cassé, quoi. C'était fini. Voilà, je me suis dit je vais faire maître de conférence, je vais mettre plein de thunes en bossant moyennement, même si la thèse, enfin c'est très compliqué de devenir maître de conf mais une fois que tu l'es t'es bien, hein, donc je me suis dit, je vais faire ça. Et entre deux, YouTube a vraiment fonctionné. J'ai fait la rencontre du JDG, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a bien accompagné sur. Très grand monsieur. Voilà. Il m'a bien accompagné sur ma progression et sur la suite. C'est lui qui m'a motivé en fait à continuer. Puis ça a fonctionné. Donc là, j'avais 2 choix. C'était soit vivre de ma passion, essayer d'en vivre et développer tout ce qu'il y avait autour, soit faire ma thèse, sachant que ce serait alimentaire et que derrière mes idéaux s'étaient envolés. Donc j'ai choisi la passion. Ok, d'accord. Et du coup, à part la chaîne YouTube, t'as d'autres projets, donc notamment un jeu de société. Exactement. Tu peux m'en parler un peu? Alors, Dungeon of Fitness, ça ne vient pas de moi à la base, ça vient de 2 amis qui sont du côté d'Aix-en-Provence, non loin de Marseille. Ok. J'ai été contacté par eux, c'était la première boîte qui m'a contacté pour une sponsor en fait. Ils m'ont contacté début 2020, courant mars-avril. Et c'est 2 gars qui font des AMHE, donc des arts martiaux historiques européens, Ok. qui avaient pour projet, si tu veux, de mettre au sport des gens qui sont pas très sportifs de base. En fait, Jean-Charles, qui est le créateur originel, Mhm.
c'est c'est un escrimeur, Ok. et il est maître d'armes. Il y a une partie qui est physique dans ses cours, et il était face à des gens qui sont pas forcément très axés sur le sport, des gens qui voulaient combattre, mais tu vas pas leur faire 15 000 pompes ou Ouais. des trucs comme ça. Niveau conditions physiques, c'était pas toujours ouf. Il savait pas comment les motiver, il s'est dit je vais essayer de faire quelque chose de ludique. Il avait d'abord fait un jeu Zelda adapté avec du sport, qui était beaucoup plus hardcore que la version moderne de Dungeon of Fitness, Ok. mais c'était le même Donc principe. toujours un jeu de société, quoi. Voilà, Ouais. c'était toujours des cartes. Tu avais des armes, tu avais des équipements donc de la licence Zelda, tu tombais sur des monstres de Zelda, et enfin, tu faisais ton sport comme ça, si tu veux. Ça me fait penser un petit peu à Munchkin. Oui, voilà, c'est un peu le même principe, mais adapté au sport. Il s'est rendu compte que c'était compliqué, il s'est dit pourquoi est-ce que je le commercialiserais pas? Sauf que étant donné que c'était sous licence, c'était pas possible. Julien, qui est game designer et qui était escrimeur, un ami de Jean-Charles, lui a dit pourquoi pas jouer sur les stéréotypes des salles de sport version fantasy, donc faire un mélange entre le fitness et l'heroic fantasy. Donc ils ont créé Dungeon of Fitness. Et à partir de là, ils ont cherché des influenceurs pour les aider, des petits influenceurs. Moi à l'époque, j'avais peut-être même pas 10 000 personnes qui me suivaient, tu vois, donc C'est jamais un. c'est déjà bien, mais par rapport à aujourd'hui, c'était modeste. Et ils connaissaient pas du tout le fit game, tu vois. Donc ils ont cherché des influenceurs qui soient geek et fit. Forcément, ils sont tombés sur Geek and Fit. Salut Gaïs, si tu nous regardes. Salut. Et ils sont tombés sur moi, donc on a été contactés tous les deux et on a bossé ensemble. Sachant que la différence qu'il y avait entre Gaïs et moi, c'est que Jean-Charles avait pour idée par rapport à toute l'imagerie Conan autour de mon personnage, du cosplay, de toutes ces choses-là, il avait pour idée de faire de moi l'égérie, si tu veux, ça fait un peu truc de parfum de Dungeon of C'est comme Fitness. ça que ça fonctionne. Voilà. Donc ils ont fait un financement où ils avaient fait appel à moi et à Gaïs. Le financement a fonctionné, le jeu a vu le jour. Puis en fin d'année dernière, c'était l'idée de lancer le jeu à l'international. Donc au départ, on était parti sur ça. Et je devais réaliser une pub pour le marché anglophone. Finalement, ça ne s'est pas fait, étant donné que moi je me préparais à sortir une vidéo d'entraînement avec le joueur du grenier, donc, qui est disponible sur la chaîne, allez regarder, liker, partager, tout ça, hein, vous connaissez la chanson. Et j'avais commencé à avoir des discussions avec Rachel Regent, donc avec un très gros chèque, et là je me suis dit, plutôt que de faire une pub pour un jeu mobile que tout le monde a déjà vu 50 fois sur YouTube, pourquoi est-ce que je n'aiderais pas un jeu qui a vraiment quelque chose à apporter, qui est vraiment novateur, à fonctionner? Du coup, j'en ai parlé avec mes amis Jean-Charles et Julien. Ils étaient très intéressés, très contents. Le seul problème, c'est qu'ils n'avaient pas la puissance financière de Red. Du coup, je leur ai dit, je prends des parts. Je vous rejoins, on bosse devenu ensemble, associé. ça devient mon jeu. Voilà. Et du coup, maintenant, on est 3 patrons. On a travaillé sur l'extension Pumping Horde plutôt que de s'attaquer au marché américain. Donc ça a été une réussite, une grosse réussite par rapport à la première partie. Et là, on réfléchit justement à l'attaque de l'étranger, si tu veux. Ok, très bien. Et le fonctionnement du jeu, il est assez simple. J'ai le jeu qui est en bas, si tu veux que je le sorte tout à l'heure. Avec grand plaisir, on peut regarder ça tout à l'heure. Ouais. On verra. Mais, enfin, donc, on y reviendra, mais c'est assez simple. Il y a des cartes objets, des cartes monstres. Chaque joueur pioche 2 cartes objets en début de partie. Ces cartes objets, va y avoir des armes et des objets consommables. Les potions, c'est des shakers. Enfin, on est vraiment dans la parodie. Ouais. Et au niveau des armes, chaque arme est associée à un exercice. Par exemple, tu as une épée longue qui inflige 50 points de dégâts et qui te demande de faire des pompes. Ok. Des pompes avec déficit, je crois, sachant que les pompes normales, c'est un alter qui fait 10 points de dégâts. Enfin, tu vois, chaque mouvement est associé. Et sur le côté, tu as des cartes rencontres. Chaque joueur pioche 3 cartes rencontres. Et sur les cartes rencontres, tu peux avoir des rencontres amicales, mais c'est surtout des monstres, des rencontres agressives, qui ont donc un nombre de points de vie et qui ont une attaque. Donc la phase de jeu commence avec leur attaque. Par exemple, un monstre te fait faire 1 minute de planche. Et une fois que tu as fait la minute de planche, tu peux l'attaquer. Donc tu fais autant d'attaques que nécessaire pour réduire ses points de vie à 0. Tu lootes et tu progresses dans le donjon comme ça jusqu'au boss. Ah ok, alors petite question pratique. Du coup, quand on arrive, quand on joue avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau que soi, comment on fait pour équilibrer un petit peu la difficulté? Alors, dans le jeu de base, ce qu'on suggère, c'est d'adapter les mouvements. Par exemple, les pompes, un joueur qui n'a pas la condition physique peut les faire sur les genoux. Le tout, c'est de s'amuser en fait, et c'est d'adapter le jeu à son niveau. C'est pas une compétition, donc vraiment tout adapter. Ça peut paraître un petit peu nébuleux pour des gens qui sont pas sportifs du tout, et justement, on est en train de réfléchir à une manière de présenter tout ça de manière homogène, notamment sur une chaîne YouTube.
de faire chaque carte avec les exercices et les adaptations. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait arriver bientôt et qui permettra à des joueurs un petit peu plus novices au niveau du sport de s'y mettre normalement. Ok, d'accord, très bien. Et avec l'extension, on a beaucoup axé sur le côté coopération. C'est le but du jeu, c'est de faire quelque chose de plus multijoueur. Donc il y a du PVP. Si tu veux emmerder un joueur qui est plutôt bon, tu peux lui mettre des bâtons dans les roues. Ok, cool. Et à l'inverse, tu peux aider des camarades qui sont Donc là, en c'est difficulté. vraiment l'esprit Munchkin, là, du coup. Voilà. C'est vraiment plutôt marrant. Donc du coup, ouais, là, on va commencer sur les transgenres. Oh, bah, directement. Directement. Récemment, dans le débat public, il y a évidemment la question des transgenres dans le sport, notamment aux Olympiques, ou dans les sports de combat surtout. On commence à se demander... Personnellement, nous, chez Almedia, on part du principe que le sport, c'est fait pour que tout le monde joue. Ça, c'est clair et net. Clairement. Mais il faut aussi que ce soit fair, que ce soit juste pour tout le monde. Esprit Coubertin. Tout à fait. Alors comment fait-on, à ton humble avis, pour intégrer les transgenres dans la communauté sportive sans pour autant fausser le jeu pour les femmes cis? Ben, je pense que si tu me poses la question, c'est pas innocent, c'est Tout par à rapport à la vidéo que j'ai fait. Enfin, j'étais le premier, il me semble, sur le milieu du fitness francophone à aborder la question des femmes transgenres dans le sport féminin. Et c'est un problème auquel on n'a pas de réponse en fait. Donc on va essayer de développer autour. Comme tu dis, tout le monde doit pouvoir participer. Je pense que si quelqu'un se sent mal dans son corps, a besoin de changer, est adulte, ben c'est son droit de changer de sexe, de faire des démarches de subir des opérations, d'avoir le traitement, Tout à tout ce fait. qu'on veut. En revanche, pour le sport, c'est compliqué parce qu'une fois que la puberté est faite, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Certes, on va prendre l'exemple d'un homme qui deviendrait une femme. Cette femme, avec les années, son taux de testostérone va effectivement être réduit à un niveau bas, qui restera quand même dans la moyenne haute par rapport à une femme cis. Mais il y a tout un tas d'autres paramètres. Il y a le squelette. Le squelette, une fois qu'il est là, il est là. La mâchoire d'une femme transgenre, ce sera jamais la mâchoire d'une femme cisgenre. Dans un sport de combat, c'est tout simplement C'est ce qui met fondamental. les KO. Voilà. Sur le côté pareil, les capacités pulmonaires. Les poumons vont pas se réduire parce que tu vas prendre un peu moins de testo. Les poumons vont rester là. Et il y a quelque chose qui semble tabou aujourd'hui, c'est que non, l'homme et la femme ne sont pas égaux d'un point de vue biologique. Ça, c'est un truc qui est embêtant sur les réseaux aujourd'hui. C'est que tu ne peux pas en parler, sinon on va te taxer d'antiféminisme et de trucs comme ça. À peu près tous les qualificatifs. Hein. Mais ça, c'est pareil. Au niveau juridique, on doit être égaux. C'est limpide, c'est normal. Mais d'un point de vue biologique, on ne peut pas jouer au savant, ça ne changera pas. Et à partir de là, une fois que la puberté est passée, tu ne peux rien y faire. Et il y avait le sujet qui avait été abordé du fait de les bloqueurs comment dire, Endocrinien. Voilà. Toutes ces choses-là pour les adolescents, pour les enfants, ça pareil. Ça, c'est un sujet touchy. C'est très touchy. Mais il y a un âge, pendant la croissance, quand on est enfant, quand on est adolescent, c'est une période de doute. Est-ce que c'est une bonne chose de bloquer le développement des enfants quand ils sont vraiment très jeunes? Parce que même une fois que l'adolescence est commencée, il y a des choses qui vont bouger et sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Donc, pour avoir vraiment quelque chose d'efficace et pour qu'un garçon, en grandissant, puisse devenir une fille, il faudrait le bloquer très jeune. Et là, on en arrive sur des choses qui me paraissent très douteuses d'un point de vue éthique. Mais ça, c'est autre chose. Le problème, c'est que l'avancement scientifique ne permet pas de réellement changer de corps, ce qui arrivera peut-être bientôt. Voilà. Hein, peut-être. Après, ça reste assez transhumaniste comme vision. Oui, voilà. Moi, je pense pas qu'on va pouvoir faire des miracles. Le tout, c'est que les gens puissent se sentir bien psychologiquement, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que certes, elles ont des besoins, elles ont des souffrances, mais en face, il y a des gens cisgenres qui n'ont pas les mêmes problèmes dans la vie, mais tu vas avoir une fille qui va s'entraîner toute sa vie pour performer dans un sport qui est sa passion, elle va tout donner, elle va cracher ses tripes, elle va vraiment vivre pour réussir, et une fois qu'elle est en compétition, elle va se faire poutrer par un homme qui est devenu une femme. Et qui n'a pas travaillé autant, forcément. Après, excuse-moi, parce que le talent, c'est quelque chose. Je dis pas qu'il y a des personnes transgenres qui sont super talentueuses, qui vont changer de catégorie, tout ce que tu veux, et on peut pas leur enlever leur travail. Mais elles vont avoir un avantage incommensurable sur les autres. Et je terminerai juste là-dessus, c'est que là, s'il y a des gens qui sont en désaccord avec moi, il n'y a pas de souci, on a le droit d'être en désaccord. Cela dit,
je voudrais juste parler de quelque chose, c'est le cas inverse. Parce qu'on parle toujours des hommes qui sont devenus des femmes. Par contre, s'il y avait uniquement le talent et que au final les hormones, la biologie, c'était pas si grave, comment est-ce qu'on explique que là où les femmes transgenres réussissent dans le sport, les hommes transgenres, eux, sont toujours en dessous? Et ces gens-là, on n'en parle pas. Pourtant là, c'est l'inverse. Là, c'est des gens qui en chient, qui peuvent en chier autant que... Très fort. Voilà, ils peuvent bosser, ils seront toujours en dessous des gars qui sont au-dessus. Il faut une au-dessus. force de volonté claire et nette. Alors qu'ils sont condamnés à être en dessous. Dans ma vidéo, je les comparais un peu à Krillin dans Dragon Ball. Oui, tu oui, il y vois, a de ça. Il y a de ça. c'est comme comparer un terrien à un Saiyan. Non, mais c'est exactement ça. Tu peux avoir la force de travail que tu veux, tu pourrais être meilleur que quelqu'un de 6 qui n'est pas entraîné, mais à niveau d'entraînement égal, c'est juste impossible. Ça me permet d'enchaîner sur quelque chose. Du coup, qu'est-ce que tu penserais de créer des catégories SP pour les hommes trans et femmes trans? Bah là, pareil, il y a un double problème. Le premier problème, c'est la visibilité. Parce que, est-ce qu'il y aurait assez d'athlètes? Quoi qu'on en dise, les personnes transgenres, c'est ultra minoritaire. C'est vrai. Est-ce que tu arriverais à faire des catégories? Après, il y a la question des catégories de poids. Imaginons, tu as assez de personnes transgenres dans un sport de combat qui sont athlètes. Est-ce que tu vas en avoir assez pour les poids plumes, pour les poids moyens, pour les poids lourds? C'est très compliqué. Surtout que moins il y a de monde, moins il y a d'investisseurs. C'est ça. Et deuxième problème, c'est que... Après ça, je pense pas que ce soit forcément les personnes concernées, parce que les gens qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui sont pas concernés. Typiquement pour le racisme, on va entendre par là des blancs se plaindre. Pour le féminisme, on va voir des mecs se plaindre. Et là, pareil, pour le cas des trans, ce que je voulais dire, c'est qu'on en revient en quelque sorte sur quelque chose qui les cloisonne, qui les met de côté. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent typiquement, un homme qui devient une femme veut se sentir femme. Il veut qu'on l'appelle madame, enfin elle veut qu'on l'appelle madame, elle veut être une femme à part entière, comme si elle était née comme ça. Pareil pour les femmes qui deviennent des hommes. Et si on les met à part, c'est entre guillemets les pointer du doigt et dire « Ah, toi t'es pas cis ». Donc d'un côté, c'est revenir sur ce que ces gens veulent, donc c'est contre-productif pour eux, et je sais pas. Donc du Moi, coup là, là-dessus, le débat est beaucoup plus profond au final. On peut Ouais. penser que ce débat-là est un peu séparé du débat transgenre régulier, alors qu'au final, si on réfléchit de cette façon-là, non, on est carrément dans le débat pur. Bah. Est-ce que en fait, une personne transgenre est une vraie femme, quoi. Une vraie femme dans le sens biologique du terme. Après, moi, je suis pas spécialisé non plus là-dessus, j'ai fait des recherches, mais moi, si je me mets à la place d'une personne transgenre, je voudrais pas être catalogué en tant que tel. Tu vois, c'est pour ça que j'ai même un peu de mal avec ces revendications systématiques. Je suis trans, je suis ci, je suis ça, pro machin, pro bidule. Parce que les gens devraient se mélanger. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on cloisonne tout le monde a son étiquette sur le front, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des conflits. Alors que, faut se rassembler. Tu penses C'est comme qu'Internet ça que- nous cloisonne? Oui, je sais pas si c'est une question de génération ou pas. Enfin, déjà, notre génération, moi je suis des années 90. Et là, ce problème-là, les 2000, c'est encore pire. Les 2010, j'ai pas de recul, on n'en a pas beaucoup, mais on Ça va va voir. arriver. Et ouais, c'est quelque chose qui est vraiment malheureux parce que, pour moi, là, on arrive sur des problèmes de société qui sont beaucoup plus larges. C'est parce qu'on a la chance de vivre dans une société qui est relativement pacifiée. On n'a pas les problèmes de nos grands-parents, on n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas connu l'occupation, on n'a pas connu des grands conflits. Nous, au final, nos problèmes, c'est quoi? Le Covid. Oui, voilà, on a eu le Covid, nos vies sont détruites, oulala, on peut plus aller au ciné. Certes, c'est chiant, moi ça me fait chier, ça fait chier tout le monde. Il y en a qui peuvent dire à juste titre que ça leur a volé une année de jeunesse, une année et demie, 2 ans. Oui, mais Professionnel aussi. voilà. Mais par rapport à ne serait-ce que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui étaient dans des pays en ruine, qui ont connu la guerre, mais de quoi on se plaint? Et du coup, aujourd'hui, on n'a plus de vrais problèmes. Donc, on va se chercher de l'appartenance, tu vois, on va chercher à faire la guerre. Faire la guerre entre les hétéros et les gays, faire la guerre entre ci et ça. Alors que si on se rassemble, on est plus fort et on est surtout beaucoup moins con. Tout à fait. Et oui, c'est le gros problème avec tout ça, c'est que je pense que la première chose à faire, ce serait de garder privé toutes ces choses-là. Quelqu'un qui est trans, tu vas pas t'amuser à la cataloguer dans la vie publique. Et en ça, une catégorie sportive, je pense que ça peut être un peu malheureux parce que ça les enferme. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être un peu brouillon. Là, C'est un j'ai peu lâché. brouillon, mais c'est quand même intéressant. Après, il faut revenir
On disait tout à l'heure que c'était très injuste au niveau des femmes trans, du coup, pour le coup. Enfin, des femmes cis quand elles combattent contre des femmes trans. C'est vrai qu'on voit parfois des nanas avec un talent fou, comme récemment une combattante en MMA française dont j'ai oublié le nom, qui a combattu contre une femme trans. C'est vrai qu'on voit dans la vidéo que techniquement elle est au-dessus de son opposant, mais que la force brute permet à son opposant de revenir et de gagner avec quelques touches, quoi. Parce que la puissance des coups est juste... Oui, bah t'as eu des situations, notamment il y a une combattante, c'est Fallon Fox je crois, une combattante transgenre. C'est du temps où c'était un homme, c'était un militaire qui avait genre 32 ans ça que je parle. Et qui devient une femme. Je veux dire, à 32 ans, c'est un mec dans la force de l'âge. Tu peux lui foutre des bloqueurs de testo si ça t'amuse, ça reste un putain de bonhomme. Quand tu vois les patates qu'il met, c'est ridicule. Pour moi, c'est totalement ridicule. Et donc du coup, donc on est vraiment dans une impasse. Parce que si on l'accepte pas, on n'aide pas non plus ces personnes-là à jouer, parce que tout le monde doit pouvoir jouer, comme on disait au début. Mais à côté, on pourrait stigmatiser en les mettant de côté, quoi. Bah, il n'y a pas de bonne solution. C'est le constat que j'avais à la fin de ma vidéo. C'est que, je disais, si vous avez des idées, on en parle en commentaire. Mais t'as pas de truc qui peut arranger tout le monde. Et si, créer des catégories, mais créer des catégories, comme je disais, c'est enfermer les gens et c'est en faire un truc dont tout le monde se fout. Genre, tu sais que ça existe. Tu vas lire dans un coin de trucs sportifs que super, la France elle a une championne de la catégorie trans sur le hockey sur glace, mais tout le monde s'en fout. Je veux dire, ça sera pas télévisé. Il y aura tout un camp politique qui sera très content de le savoir. Oui, voilà, mais c'est tout. Et au final, c'est un peu dégueulasse pour ces gens-là, sachant que tu as déjà des sports qui manquent de visibilité. Tu regardes les handballeurs. On a une des équipes les plus performantes du monde, on a été champion du monde plusieurs fois. À côté de ça, c'est bien, tu vas mettre un truc avec Jean-Pierre Pernaut le midi qui dure 10 minutes. À côté de ça, la Coupe du Monde, on va gagner un match amical contre le Luxembourg, tu vas en parler 3 fois plus, tu vois. Ouais. Donc il y a ce souci-là. Et puis, il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas vraiment de solution, donc une impasse. Exactement. Ma troisième question pour toi, Rémi, concerne la grossophobie. J'aurais aimé ça. Encore un sujet sympathique. Un sujet très sympathique. Qui évite absolument les vagues. Oui, c'est ça. On est très lisse sur Altmedia, on est très lisse. Alors, donc du coup, au sujet de la grossophobie, pour toi, Rémi, quelle aurait été la meilleure méthode pour lutter contre la stigmatisation des personnes en surpoids ? On sait qu'il y a certaines personnes en surpoids qui marchent à la shame un petit peu, ça les booste, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens à qui ça fait beaucoup de mal. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Comment on fait pour lutter contre cette stigmatisation et en même temps éviter de promouvoir des conduites à risque ? C'est une question qui est très compliquée, surtout aujourd'hui, parce qu'on rejoint la polémique autour des personnes transgenres, c'est qu'on victimise tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'assument plus leur propre action sur les soucis qu'ils ont, et on est tout de suite dans la flagellation et dans l'idée de se dire que le problème c'est les autres, c'est pas nous. Avec la grossophobie, il faut comprendre quelque chose, c'est que ça parle beaucoup de convergence des luttes, de tout un tas de trucs et compagnie, de ressources, de l'écologie. On manque de ressources sur Terre, on gaspille et compagnie. L'obésité, ça tombe pas du ciel. Il y a beaucoup de personnes qui vont mettre en avant la maladie. Certaines personnes sont malades. C'est très rare. L'idée, beaucoup de personnes sont sans doute pas sportives ici, donc il y a des choses qui me sont évidentes, qui ne sont pas pour tout le monde. Je vais vous résumer très très vite. La perte de poids, c'est une simple opération mathématique. Vous avez le métabolisme, qui est individuel pour chacun. Le métabolisme, c'est la quantité d'énergie dont vous avez besoin pour vous maintenir sur un stade équilibré, c'est-à-dire ne pas prendre de poids. Imaginons l'homme moyen, selon les informations qu'on a, les statistiques françaises, 2000 je crois, pour un homme, 1800 pour une femme. Ah, je crois que c'est 2005, ok. Je dis peut-être une bêtise, j'ai plus les termes, j'ai plus les nombres exacts, mais vous avez l'idée. Imaginons on prend 2000 calories, c'est ce qui permet de maintenir quelqu'un sur quelque chose de stable. Si vous retirez 400 calories, cette personne va être en déficit, donc le corps va devoir puiser dans ses réserves, il va passer dans un état entre guillemets de famine, il va se dire
oula, il n'y a pas de quoi subsister, faut que je prenne dans ce que j'ai. Donc là, vous allez perdre du poids. Si vous êtes à 2400, donc que vous avez 400 calories en plus, 400 unités énergétiques, là, votre corps, il va se dire, c'est tranquille, il y a de quoi manger, je vais faire des réserves, et comme ça, si jamais il y a des temps plus difficiles, ben, je serai bien. Les lois de la Et thermodynamique. c'est comme ça qu'on grossit. Sachant que, par-dessus, et j'en parle maintenant parce que ça pourra alimenter un petit peu la suite de nos échanges, c'est que tous les régimes qu'on voit, les régimes du camp, les trucs extrêmes, même les trucs de jeûne intermittent, ça va faire des baisses caloriques très importantes. Je pense à Ducan notamment. Il y a toutes sortes de manques, de carences. Le régime Ducan, c'est surtout des protéines, des fibres et quelques glucides. Il n'y a plus du tout de lipides. Les lipides, c'est les graisses. Beaucoup de gens pensent que c'est mauvais pour la santé, pas du tout. Non. C'est ce qui fait. Ça transporte les protéines dans le corps. C'est ce qui fait les hormones, c'est la membrane cellulaire. Donc sans lipides, il n'y a pas de vie en fait. Donc c'est une aberration de. Donc le gras. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Mais oui, c'est une aberration de s'en débarrasser. Donc déjà, il y a beaucoup de régimes qui ont ce problème-là de faire n'importe quoi aux gens. Et surtout, si vous baissez trop les calories, le corps il va se dire ouh, ça pue. Je suis pas bien là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va adapter le métabolisme, il va modifier un petit peu sa façon de consommer les calories pour réduire au minimum, pour se dire, maintenant mon plafond, ça va plus être 2000, ça va être 1500. Donc si vous êtes à 1600, là où vous pouviez perdre du poids auparavant, là vous allez en prendre. Parce que le corps, il va réduire. C'est un phénomène qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais après, c'est plus possible de le rattraper dans certains cas. Et il y a des gens qui sont obèses depuis l'enfance, par exemple, eux, ils vont avoir un métabolisme qui va être niqué à force, à force de tenter, une fois arrivés à l'âge adulte, des régimes violents, où ils vont perdre du poids, ils vont reprendre, ils vont perdre, ils vont reprendre. Ça dérègle tout. Et c'est comme ça, derrière, que tu arrives à des gens qui sont effectivement malades. Après, il y a des pathologies, mais comme je disais, on est sur des cas très rares. Généralement, on dit, il n'y a pas d'obèse en Somalie. Oui. Donc, les gens, ils consomment quelque chose. Au niveau écologie, je suis pas sûr que ce soit terrible de bouffer dans les fast-food tout le temps. Et quand tu vois aujourd'hui, pareil, ce qui marchait bien pendant le confinement, les commandes Uber Eats, tous ces trucs-là, les gens mangent de plus en plus de produits transformés. Surtout qu'on dépense de moins en moins de calories pour aller chercher la bouffe. Ils dépensent moins, c'est des produits transformés, donc ils sont mauvais pour la santé, ça coûte cher. Et là, il y a des gens qui vont se dire, ouais, il n'y a pas de lien direct avec la grossophobie. Mais si, parce que au final, notre manière de consommer, elle a évolué. Il suffit de regarder l'évolution de nos sociétés depuis qu'on s'est américanisé et qu'on est passé plus du côté fast-food. Le nombre d'obèses, il grandit de jour en jour. J'ai plus les chiffres exacts, mais dans la population française, ça devient assez violent. On n'est pas au niveau des Américains. On n'est pas les Anglais non plus, mais je crois qu'on est le deuxième ou le troisième pays en Europe. Oui, voilà. Ouais. Et c'est relativement dangereux. Donc pour moi, le souci avec la grossophobie, ça rejoint cette idée du métabolisme qui va réduire quand tu vas faire des mauvais régimes. C'est que tu vas avoir des gens qui vont se dire « Ah mais non, mais tu peux pas critiquer les gros, c'est pas bien, c'est pas gentil, tout ce que tu veux. Tu dois pas les inciter à perdre du poids, tu dois pas les inciter à mieux manger, machin bidule, mêle-toi de ton assiette, tout ce que tu veux. » Sauf que ça va induire des frais énormes pour la société, parce qu'au final, il y a des comorbidités à foison avec l'obésité. Donc tous les problèmes artériels, tout ce qui est maladie du cœur, tout ce qui est cardiovasculaire, allez-y, le diabète, 15 000 trucs. En plus, ça augmente un petit peu le risque de cancer, sachant que vous passez en anabolisme. Donc le corps, vu qu'il a plein d'énergie, il va créer. Voilà. Et si vous avez une tumeur, pas de chance, la tumeur elle va grossir plus vite. Donc ça, c'est énormément de frais pour nous, sachant que les soins sont payés en France. C'est quelque chose, les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont par rapport à ça, déjà. Parce que ça aide aussi, c'est plus facile d'être anti-grossophobe quand tous les soins sont payés, plutôt que quand on doit mettre la main à la poche. C'est pas faux. Et pour avoir beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont dans le milieu médical, les sleeves et toutes ces opérations, ça coûte... Alors la sleeve ? La sleeve, c'est quand tu vas retirer une partie de l'estomac. Voilà. Et après, tu as l'anneau. Donc, qui va rétrécir. Voilà. Donc, je suis pas un expert de ces opérations-là, mais ça coûte des milliers et des milliers d'euros. Et j'ai quelqu'un dans mon entourage de très proche qui est justement dans des services de pneumologie et de cancérologie, qui avait eu récemment une jeune patiente de, je crois, 17 ans,
qui était à 5 kilos du poids qu'il faut faire pour avoir ces opérations remboursées. Ok. Ça coûte, je sais plus, au moins 3-4 000 euros, quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. Et cette jeune patiente, elle était 5 kilos en dessous de la limite. Du coup, elle dit « Oh, bah c'est pas grave, je vais manger un peu plus ». Donc, tu as des gens qui vont faire exprès, De prendre qui du savent poids qu'ils pour vont avoir venir, des soins gratuits. Et tu tombes en fait dans une sorte d'assistanat et Ok. Il d'égoïsme me semblait incroyable. qu'il fallait avoir justement un poids assez bas, avoir d'abord perdu du poids Non. pour. Ok. Ok, je pensais que c'était l'inverse. Non, c'est... Enfin, il y a peut-être des trucs comme ça, Ouais. mais à partir d'un certain stade, si t'es vraiment très très gros, Ouais. vu que c'est un souci de santé très Ouais, grave, là on te le rembourse quoi. voilà. Mhm. Et t'as des gens qui... Il y a vraiment des gens, je dis pas que c'est tout le monde, loin de là, parce qu'il y a des gens qui en souffrent, c'est sûr et Ouais, certain. mais après, Ça fait souffrir le surpoids, hein. c'est Mais pas forcément de leur faute, on leur met une solution devant les yeux voilà, et ils veulent y arriver quoi. c'est ça. Et du coup, Après le chemin le plus court qu'ils pensent. voilà, mais ça coûte excessivement cher. Et on est dans une société où si tu normalises ça, tu vas multiplier les comportements un petit peu égoïstes, dans ce sens-là. Alors que L'individu des aussi. gens obèses qui peuvent perdre du poids, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait très bien même. Et si quelqu'un n'a pas eu de chance, qu'on l'a laissé grossir, qu'on l'a laissé se mettre en danger, parce que c'est la mise en danger, quand il était enfant, quand il était ado, faut pas le normaliser. Parce que tu vas enfermer cette personne dans sa situation d'obèse. Elle va se complaire dedans et il va lui arriver des merdes. Et je pense que c'est de l'humanisme et c'est juste de la philanthropie que de ne pas être anti-grossophobie. La grossophobie, c'est mal. C'est-à-dire que se moquer des gens, peu importe pourquoi on se moque, c'est jamais agréable. C'est surtout très bas. C'est très bas, puis ça fait du mal. Et en plus, ça n'aide pas les gens. Parce que quelqu'un qui est gros, si tu vas te moquer de lui, que tu vas faire « Ah, et bouboule, machin bidule », tu vas l'enfermer là-dedans. Le type, ou la nana, elle va pas être bien, elle va aller manger, parce qu'au final, la nourriture, c'est quoi? C'est du réconfort. Et t'as des gens comme ça... Disons qu'il y a des gens qui vont mettre en avant le fait qu'il y a il y a certaines personnes qui ont besoin de ressentir ça pour se bouger quoi. Ouais. C'est vrai que ça existe. J'en connais qui marchent comme ça, mais je pense pas que ce soit la majorité des gens. J'ai connu beaucoup plus de gens. Puis tu sais, Tout à fait. je fais du coaching également. Des personnes obèses, j'en aide beaucoup. J'en ai fait perdre, j'ai permis à beaucoup de personnes de passer de l'obésité à un IMC normal, ce qui est déjà pas mal. Et ces gens-là, elles venaient vers moi parce que justement, elles se mangeaient des choses très violentes de la part des autres, de l'entourage, et ça les aidait pas. Ouais, puis t'as ce côté-là, justement, pas être le cliché du go muscu. Et c'est vrai que je pense que des personnes qui sont... je pense que dans la communauté geek, il doit y avoir pas mal de gens surpoids. Et je pense que c'est plus facile d'aller vers quelqu'un comme toi si on se dit je vais moins être jugé, il aime les mêmes choses que moi, il y a quelque chose de parasocial en fait. Ah oui, c'est sûr. Sans faire beaucoup de publicité, je suis saturé d'élèves. C'est très compliqué pour moi de prendre de nouvelles personnes, justement à cause de ça. Tous mes élèves qui s'entraînent chez eux, ils m'envoient leurs vidéos d'exercice. T'as les collections du Seigneur des Anneaux derrière, t'as des BD, t'as des trucs. Je me sens comme chez moi. C'est bon. Et ça, c'est très très cool. Mais oui, faut être bienveillant avec les gens qui sont dans le mal. Peu importe leurs problèmes. Et l'obésité, c'est une souffrance. L'obésité, c'est un truc mauvais. C'est pas bien. En cela, il faut accompagner ces gens. Il faut être cool avec eux. Il faut leur expliquer comment s'en sortir. Il ne faut pas leur dire « T'es gros? Ah bah c'est normal, ah bah c'est bien, vas-y, c'est cool. » Parce que les gens, ils vont dire, dans la mode, il y a le problème des anorexiques, des mannequins super maigres. Faire des mannequins obèses ou des mannequins en surpoids, c'est le même problème. C'est que dans un cas, tu vas mettre en avant un mode de vie qui est malsain, et dans l'autre cas, tu vas mettre un autre mode de vie qui est malsain. Après, on pourrait dire, la muscu, tous ces trucs-là, c'est malsain. Oui, je suis bigorexique. La bigorexie, c'est un autre souci qu'on a, c'est toujours se trouver trop maigre. Mais je pense que... C'est un problème d'image plus qu'un problème de santé. Oui, parce que certes, ça peut être malsain dans le sens où tu peux développer certaines névroses par rapport au sport, après, à l'alimentation. Même il y a la prise de stéroïdes, de tout ce genre de choses. Oui, mais en restant naturel. En restant naturel, j'entends. Tu vas quand même être un peu névrosé sur la bouffe, sur l'entraînement, mais au moins tu seras en bonne santé. Et ça reste positif, entre guillemets. Tandis que là, que ce soit la maigreur extrême ou le surpoids, l'obésité, c'est... Non, surtout pas. Sachant que le souci du surpoids par rapport à la maigreur, c'est que ça fait boule de neige. Parce que je vous avais parlé de métabolisme tout à l'heure. Le métabolisme, il est là, il va diminuer avec l'âge, petit à petit,
Et c'est pour ça qu'en vieillissant, on grossit plus. C'est normal. Ce que vous mangez aujourd'hui, quand vous avez, je sais pas, 20 ans, ce ne sera pas la même quantité dont vous aurez besoin quand vous en aurez 30, quand vous en aurez 40, à une pratique sportive équivalente, j'entends. Hein. Donc, avec l'âge, de toute façon, tout le monde est amené à grossir, à moins de faire vraiment attention. Donc, si tu encourages quelqu'un, vas-y, t'es gros, c'est cool, ben, la personne va devenir de plus en plus grosse. Sachant qu'il y a un autre souci, on rentre dans des choses très techniques, mais j'invite les gens que ça intéresse à regarder mes vidéos théoriques sur le sujet. De toute façon, Au tout niveau sera en hormonal, description. mais au niveau hormonal, au niveau de l'insuline, il y a des choses qui vont être déréglées. Enfin, non, il y a toutes les pathologies dont on parlait tout à l'heure. Et avoir une alimentation anarchique, c'est très mauvais. Sachant que, par rapport à la grossophobie, il y a possibilité de perdre du poids sans souffrir. Et la grossophobie, pareil, c'est un sujet qu'on avait un petit peu abordé avec Frédéric sur l'interview, donc le joueur du grenier. Lui, il a un regard très différent du mien, parce que moi, mon regard par rapport à l'obésité, à la grossophobie, c'est le regard de quelqu'un qui accompagne les autres. J'ai jamais été obèse, enfin si, j'ai été obèse, mais là, vous savez, je suis à 5 kilos de l'obésité, là, je suis en surpoids lourd. Donc c'est pas la... Les 30%. Voilà, j'ai pas le même problème que les gens obèses habituellement. Mais Fred, lui, il était, je me souviens plus, il a perdu 60 Je me kilos. souviens de l'image qu'il a utilisée, c'est j'ai expulsé de mon corps l'équivalent du poids de ma femme. Oui, bah, il faisait bien 140, au moins 140, peut-être même plus. Un beau bébé. Ouais. Du coup, lui, il en a souffert. Ça a été une source d'exclusion sociale. Pendant son enfance, pendant son adolescence, il a été un peu mis de côté à cause de ça. Et aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir. Mais ce qu'il dit, c'est assez évocateur, et je pense que c'est une bonne manière de résumer la chose. C'est que si vous êtes bien avec votre surpoids, faites-en pas tout un pataquès, faites votre vie, tant mieux pour vous, entre guillemets. Mais n'encouragez pas les autres. Parce que les militants anti-grossophobie, c'est souvent des personnes obèses qui veulent juste se légitimer, qui peuvent avoir des critiques injustes de la part d'autres personnes, et qui, du coup, vont en faire une lutte, et vont inclure plein d'autres gens dedans. Mais c'est pas bien, parce que y a des gens qui veulent juste aller mieux, et aller mieux, c'est pas s'auto-persuader qu'on va bien quand on va mal. Donc, moi, je suis contre la grossophobie, mais je suis aussi contre la lutte contre la grossophobie poussée comme ça. C'est-à-dire qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, faut le juste milieu, faut pas être manichéen. Et pour moi, ça, c'est du manichéisme. Sur t'es gros, c'est bien, t'es contre les gros, c'est pas bien. Mais faut penser à plein de choses, faut penser à sa santé, faut penser à l'avenir, faut penser aussi aux autres, parce que si on a des problèmes de santé et compagnie, c'est la famille qui va ramasser aussi, c'est l'entourage, il y a plein de choses. Mais bref, la grossophobie, faut lutter contre, et pour ça, au niveau de nos outils, je pense qu'on a déjà tout. C'est-à-dire que les injures, c'est répréhensible. Les discriminations, c'est puni par la loi également, c'est dans le code pénal. Donc en soi, il y a tout. C'est au juge, à la jurisprudence de taper dessus. Je sais plus si c'est traité exactement, mais la discrimination par rapport au poids, ça l'est. C'est des critères physiques. Par contre, faut pas aller plus loin. C'est-à-dire que tous les trucs qui se développent aujourd'hui, tu vois les gens râler pour n'importe quoi, notamment pour les questions d'image, ça je l'ai déjà dit, hein. Mais les pubs avec des mannequins en surpoids lourd, ce genre de choses-là. Non. Faut pas que les gens aient honte, faut que les gens puissent vivre normalement, mais faut pas en faire une normalité. Faut être fier de soi-même, et faut être conscient qu'on mérite d'être en bonne santé. Exactement. Voilà. Et aussi, si vous êtes en surpoids, que vous voulez perdre du poids, renseignez-vous. Renseignez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Parce que je rebondirai juste dessus avant qu'on termine cette question, c'est le cas de Frédéric. Parce que ah oui, l'interview, moi quand j'interviewe quelqu'un, je laisse la personne parler. Team journaliste posé. Et j'ai mis quelques remarques en dessous, j'ai pas coupé Fred, mais Fred, il sait très bien ce que j'en pense, hein. Il a fait n'importe quoi pour son régime. Ça a marché, certes, mais c'est super agressif. Et ce que je vous disais tout à l'heure avec le corps qui s'adapte pour fonctionner avec moins de calories, c'est typiquement ce dans quoi Fred est tombé. Et maintenant, c'est parce qu'il a une volonté en acier trempé. C'est une des personnes les plus inflexibles que je connaisse là-dessus. Donc, il n'y aura pas de problème, même si il risque de reprendre un peu de poids en vieillissant s'il ne fait pas d'adaptation. Mais faites pas comme lui.
renseignez-vous, comprenez ce que vous faites. Le corps, c'est quelque chose d'assez simple en fait, c'est un jeu. Vous avez une question d'équilibre, il y a des choses à comprendre, après vous assemblez les pièces, vous faites votre puzzle, et puis tout va bien se passer. Tout le monde peut se transformer, tout le monde peut réussir. C'est juste une question de réflexion, et ensuite, c'est simple. Alors, quatrième question, Rémi, j'aurais aimé que tu me parles de cancel culture chez les vidéastes sportifs. Sur les réseaux sociaux, je pense que tu as dû, par rapport aux questions dont on a parlé juste avant, être confronté pas mal à ce genre de phénomène. Quand on parle de grossophobie, quand on parle de personnes transgenres, quand on parle de musculation dans certaines périodes de l'histoire où c'était un peu difficile, on va pas dire les mots parce que le robot reconnaît, mais... c'est sur la chaîne. Oui, c'est sur la chaîne. Des petites couleurs rouges, voilà, tout ça. De la moustache. Petite moustache, toute petite moustache. Donc voilà, on parle de ça, on est libre, donc là, on ne pourra pas t'enlever ça, t'es très libre sur ta chaîne. À quel backlash t'es confronté du coup sur les réseaux? Alors, c'est une question qui est assez intéressante, sachant qu'il faut distinguer deux côtés, deux aspects. C'est que ma chaîne, c'est la seule en France à être à la fois une chaîne de muscu et une chaîne de vulgarisation. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est des soucis de société que je peux évoquer dans mes vidéos plus axées sport, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expriment sur Internet, qui racontent n'importe quoi, qui ont des avis très tranchés, qui sont, je vais reprendre encore une de mes obsessions, c'est le manichéisme. C'est que t'es de mon avis, c'est bien, t'es pas de mon avis, t'es un connard. Et c'est un problème qu'on retrouve sur les réseaux sociaux de façon générale. C'est-à-dire que, pour prendre le clivage droite-gauche, pour un mec de droite, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous allez être un gros gauchiste. Et pour le mec de gauche, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous allez être directement un gros facho. Et le souci, c'est le même. C'est que tu regardes, on parlait de la vidéo sur les transgenres, ça a été repris par d'autres personnes. Ils en ont fait des trucs qui, je pense, pourraient être offensantes pour les personnes concernées. Pas tous, hein, mais bon, les gens sont grands, hein, ils regarderont si ça les intéresse. Et le souci, c'est que sur YouTube, il y a à boire et à manger, et ça impacte tout le monde. C'est-à-dire que les gens vont mettre des youtubeurs dans une même catégorie, et ils vont juger le milieu en question. C'est-à-dire que la muscu, c'est catalogué fit game. Quand tu regardes le fit game, c'est, très ironiquement, c'est pas un milieu que j'aime. J'ai très peu de relations dans le fit game. J'ai un bon ami, Jean Monche. Je parle également avec des gars comme Kylian Hagen, Rudy Koya. Des gens qui sont assez sérieux. Après, Jean Monche s'est fait connaître pour du clash, mais c'était du clash comique. Ah, mais les vidéos étaient surtout très préparées. C'est très travaillé, c'est drôle, c'est un humoriste. Pour moi, c'était plus un boulot d'humoriste que de journaliste people. Et le feed game a beaucoup évolué là-dessus. C'est-à-dire que tu vas chercher le buzz, tu vas chercher la vue, et ça passe par des sujets un petit peu touchy. Là-dessus, je pense pas que YouTube, que ça dérange YouTube, parce que c'est les vidéos qui font du clash qui vont faire le plus de vues. Le tout, c'est que si tu évites les principaux sujets que YouTube n'aime pas, c'est-à-dire ce qui va toucher des périodes sombres de l'histoire, à de la pornographie, des choses comme ça, tu ne risques rien tant que tu fais de la thune, tant que c'est monétisé. C'est pour ça qu'il y a certaines chaînes qui ont connu un succès énorme sur base de clash et d'attaques personnelles, vraiment des attaques personnelles. Et ça c'est assez dommage. Mais mon vrai souci avec la cancel culture, c'est lié vraiment à ce qui est vulgarisation. Parce qu'on a cité la vidéo que j'ai fait sur une certaine période de l'histoire. D'ailleurs, j'ai mes bouquins. Voilà. Hop. Notamment cet excellent livre de Joan Chapoutot, qui est un des plus grands spécialistes de la question par rapport à ces messieurs-là en France. Très très intéressant. Et je rangerai plus tard. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai eu énormément de soucis. C'est-à-dire que le robot ne voulait pas la monétiser. Finalement, ils l'ont monétisée. Et le souci, c'est qu'elle a été shadowban. Clairement, c'est une vidéo qui a fait très très peu de vues. J'ai été repartagé par des sites un peu polémiques. J'ai eu 90% des gens qui sont venus sur ma chaîne pendant une semaine qui venaient d'égalité et réconciliation. Aïe aïe aïe. Voilà, hein, mais je remercie Alain pour la visibilité. Merci Alain. Le problème, c'est que cette vidéo,
pour les gens qui seront tentés d'aller la voir, c'est une vidéo purement d'histoire. C'est-à-dire que tu dis que sur ma chaîne, je ne me mets pas de barrière, et non, je ne me mets pas de barrière. Parce que j'aime beaucoup me cultiver, lire, voilà. Ce que je sors, c'est des choses sourcées. Ça ne sort pas, pour être un peu vulgaire, un peu familier, ça sort pas de mon cul, quoi. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, je reprends les informations, et pour moi, quand tu fais de l'histoire, tu dois traiter ça comme une matière scientifique. C'est-à-dire que, même si c'est une science molle, t'es pas là pour interpréter. Tu poses des choses, si besoin, tu peux mettre ta petite patte, mais faut présenter les choses telles qu'elles sont. En l'occurrence, ma vidéo sur le fameux régime des années 30, il n'y avait absolument rien qui puisse gêner ou être mal interprété par des personnes de confession juive ou quoi que ce soit. Au contraire... c'est de la vulgaire. Voilà. Mais cette vidéo-là, elle a été un petit peu enterrée par YouTube. Heureusement, le sujet est assez sexy, il intéresse les gens, donc la vidéo a fait des vues. Mais ça, c'est problématique. C'est quelque chose qui est vraiment bête pour moi, sachant que c'est du savoir historique. Quand tu regardes le collège, le lycée, tu abordes le cas de la Seconde Guerre mondiale, tu parles forcément de ce qui s'est passé pendant cette période. Surtout qu'en plus, c'est récent. Déjà, c'est une page de l'histoire qui restera forte à jamais. Mais elle est récente. C'est l'histoire de nos arrière-grands-parents. Et du coup, je trouve ça vraiment bête de chercher à mettre de côté des choses informatives, alors que c'est bien de connaître les choses pour pouvoir en parler, pour pouvoir juger. Parce que c'est le gros souci qu'on a aujourd'hui avec la cancel culture, c'est qu'on veut éviter de parler de sujets. Pour autant, les gens vont s'en servir pour décrédibiliser certaines personnes. C'est ce que je disais, avec des gens qui vont te traiter de facho pour un oui ou un non, qui ne savent même pas ce que veut dire ce qu'est le fascisme, qui ne connaissent rien à cette idéologie, et forcément, tu empêches les gens de se renseigner. Donc après, tu as une perte de culture, et quelque chose qui est assez dramatique là-dessus. Et deuxième partie, autre souci que j'ai eu avec YouTube par rapport à la cancel culture, c'est encore sur mes vidéos historiques. C'est pas vraiment de la cancel culture pour le coup, mais j'en profite pour pousser mon petit coup de gueule sur le robot. C'est que je fais donc de l'histoire du sport, je parle beaucoup de la civilisation hellénique, civilisation gréco-romaine même si on veut faire large. C'est des endroits où il y avait énormément de sculptures, l'art passait beaucoup par des choses nues, sachant qu'au final, gymnase, le mot gymnase, ça vient de nu, et pour quelle raison? C'est-à-dire que les Grecs pratiquaient le sport nu au gymnase. Le gymnasium, ça vient de là. Donc le sport se faisait nu, les Jeux Olympiques, c'était nu, le corps humain, la beauté du corps, c'était nu, et c'était normal. Donc toutes les sculptures, toutes les mosaïques, tout ce que tu veux, c'est bourré de personnes à poil. Vu que mes vidéos en sont gorgées, et que tu as parfois un plan sur le service 3 pièces d'Hercule ou autre chose, eh ben pareil, j'ai déjà eu des soucis de vidéos qui sont mises dans le placard, je dois contacter YouTube, on a un échange de 2-3 mails, et puis miraculeusement, ma vidéo qui a fait 2000 vues sur une semaine, elle en fait 50 000 sur les 2 semaines d'après. Donc ces chiffres-là, pour moi, ça reste déjà une grosse différence, même si 50 000 vues en soi, c'est pas la fête non plus. Mais oui, la cancel culture, c'est un sujet qui est surtout touchy avec les choses qui ne sont pas monétisables. C'est-à-dire que YouTube, c'est avant tout une plateforme qui est là pour faire de l'argent. C'est les annonceurs qui choisissent ce qu'ils veulent faire ou non, ce à quoi ils veulent associer leur marque. Et YouTube ne s'embête pas, ils vont juste cocher des cases. Et ce qui les intéresse, c'est d'avoir quelque chose qui correspond à L'Oréal, à tout ce que tu veux, aux marques qui veulent être associées à un sujet. Et une fois que tu es là-dedans, il n'y a pas de souci. Je pense que même si tu véhicules des idées de droite ou de gauche, on a eu des exemples. Récemment, sur l'année dernière, un youtubeur, Baptiste Marché, qui a un succès absolument faramineux et qui est politisé. On ne s'en cache pas. Oui, on n'apprend rien à personne. Et pour autant, alors qu'on pourrait penser que lui, ce serait une victime La chaîne n'est pas politique après. Non, mais ses invités et les messages qu'il donne parfois dedans le sont. Exactement. Donc, s'il y avait vraiment un problème de cancel culture, ça se répercuterait sur lui. Je pense que c'est beaucoup plus dangereux d'évoquer des sujets touchy en étant neutre que d'être très orienté et d'évoquer des sujets neutres. Parce que dans un cas, tu rapportes de l'argent, donc YouTube va te mettre en avant. Dans l'autre cas, les annonceurs veulent pas de toi, donc tu ne sers à rien, donc YouTube va te laisser des miettes. Donc voilà, la cancel culture sur YouTube,
C'est pas un souci pour moi, c'est juste que la plateforme choisit ce qui sera mis en avant en fait. Donc ça t'empêche pas de faire des thunes, Bah, mais ça te... moi le ça te problème, bride c'est un que petit peu, le quoi. problème c'est que ça nuit à ma visibilité et il y a certains sujets que j'adorerais traiter qui feront pas de vues alors qu'ils sont super intéressants. Ouais. Et j'ai plein d'idées, enfin, l'histoire du corps est tellement riche, mais ça on y reviendra peut-être par la suite. Il y a énormément de choses qui pourraient être super cool en vidéo, mais je sais très bien que ça passerait pas sur YouTube, et que si j'en parle, ça va falloir faire du partage de masse, et ça fera pas d'impression. Donc c'est tout le problème. Bah écoute, je pense qu'on a des réclamations à faire de toute façon chez YouTube, et il n'y a pas que celle-là. Ouais. Donc il y a du travail, il y a du chemin. C'est pour ça que c'est important, liker, commenter, partager. On vous embête avec ça, hein, mais très important. Ça roule. Bon, merci. Salut Rémi, Merci à toi. et à la prochaine.